Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges et juge la terre, jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs. Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le père Jean Gate du patriarcat œcuménique de Constantinople, donc orthodoxe, et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Nous poursuivons aujourd'hui, donc pour une troisième séquence, le rappel de ce que fut le Concile de Moscou qui s'est tenu en 1917 et donc qui se déroule pendant qu'a lieu la Révolution, ou la Révolution éclate pendant que le Concile se réunit. Je ne reviens pas donc tout ce que j'ai proposé sur le processus historique et les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles finalement tout cela va se préparer, mais je voudrais quand même résumer deux points. Un de fond et un de circonstances historiques. En ce qui concerne le fond, eh bien, c'est cette notion de conciliarité, principe de concile, qui existait dans Russie, l'Église russe, avant Pierre le Grand. C'est Pierre le Grand qui, évidemment, aura suspendu ce processus, lors même qu'il va mettre en place un synode, soi-disant qui est une conciliarité, mais qui en réalité sera sous l'autorité totale et suprême de lui-même, je dirais, par l'intermédiaire d'un ministre, Oberprocureur, qui donc imposera sa tutelle sur l'organisation et le fonctionnement de l'Église, et jusqu'à sa liberté de pensée, ou de liberté de pensée doctrinale. Cela dit, donc, à partir de la fin du XIXe siècle, le processus de réveil, de réaction se précise, d'un renouveau de la pensée, et il faut bien le dire, il va de pair, c'est pas dire que les deux s'entretiennent, mais enfin, il va de pair avec le processus progressif de ce qui va conduire à faire, en fin de compte, d'abord à une démocratisation de la monarchie, et en fin de compte, tout simplement, à la révolution, bolchevique. Cette conciliarité va être cristallisée dans un mot, la sobornost, qui est donc d'un développement du mot sobor, et sobor désigne à la fois le concile, par exemple le concile œcuménique, et le concile de Moscou s'appelle sobor en russe, et ça désigne aussi d'ailleurs la cathédrale. La grande cathédrale s'appelle sobor, donc comme l'espace de réunification de tout espace d'unité conciliaire, en quelque sorte. Et cette sobornost va véritablement désigner une conciliarité, la conciliarité à tel point qu'il va s'imposer dans le texte du credo de Nicée-Constantinople pour traduire le terme grec de catholique, qui va donner son nom à l'Église romaine, mais le premier terme ne désigne pas l'Église romaine, il désigne l'universalité, la catholicité de l'Église selon le tout, et c'est ce terme qui est choisi en slavon et en russe pour exprimer cette Église, une sainte catholique et apostolique. Donc on dit en russe une église, une sainte, soborne et apostolique. Voilà pour le fond. En ce qui concerne les circonstances, eh bien donc nous arrivons à 1905, et qui est suite à la guerre russo-japonaise, qui sera une catastrophe absolument pour la Russie et pour le régime, se déclenche un double processus de libération progressive, celui de la parlementarisation de la monarchie, et en même temps de cette marche vers le concile. Trois facteurs vont favoriser cette marche vers le concile. Diverses initiatives internes à l'Église, dont un mémorandum de 32 prêtres, très paisible, très calme, pas du tout violent, mais qui suggère, qui demande à ce que donc on organise un concile, que l'on convoque un concile. Il y avait évidemment un facteur très important, était celui de s'affranchir de cette tutelle du haut procureur désigné par l'empereur, le tsar, et en même temps, en fin de compte, eh bien, à la faveur de son affaiblissement politique peut-être, je parle de l'empereur, de Nicolas II, du tsar Nicolas II, eh bien, il va tout simplement donner son accord pour la convocation de ce concile. Et donc,
Le concile commence, est inauguré, la séance d'ouverture a lieu le 5 juillet 1917 et va donner un intense travail en commission et qui va déboucher sur la publication d'une lettre de convocation et un règlement de convocation du concile proposé par le concile. Il faut dire cela parce que finalement le processus de préparation du concile paraît presque autant importante que la tenue du concile lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que va être établi ou rétabli, selon la lecture des choses, ce principe de représentation du peuple tout entier. Et ce concile ne sera pas celui des évêques, il ne sera pas celui du clergé, il sera celui du laos, du peuple de Dieu. Mais évidemment avec des représentants de toutes les catégories. Il y aura donc 3 types de membres, tels qu'ils se désignés justement par le processus de préparation préconciliaire, des membres ex officio qui sont évidemment les évêques en fonction, mais il y aura aussi des évêques invités, il y aura des personnalités invitées, et parmi eux des prêtres, et il y aura des élus. Et des élus, ce sont des laïcs. Il y a à la fois des prêtres et il y a des laïcs. Et ces laïcs sont à la fois hommes et femmes. Donc nous avons ici véritablement, j'avais envie de dire entre guillemets, les retrouvailles de ce que fut la conciliarité, la synodalité de l'Église chrétienne à ses premiers instants, les premiers siècles. Et donc voilà en quoi ce concile est déjà reste très important, quand bien même, et il faut bien le reconnaître, quand bien même à cause des événements politiques de la Révolution, il se trouve qu'il ne pourra pas être véritablement ni reçu comme cela se doit par l'Église paisiblement, ni même par du contre-coup appliqué en Russie. Mais, et nous allons tout de suite le dire, certains vont être les héritiers de ce concile, et en particulier ces Russes de l'émigration, et plus particulièrement ceux qui sont représentés aujourd'hui au sein de ce diocèse, certes rattaché au patriarcat de Constantinople, dont je suis, mais diocèse d'origine russe, et qui fonctionne aujourd'hui selon les principes établis par le concile de Moscou de 1917. Et c'est la raison pour laquelle, si certains pensent évidemment à une certaine commémoration, pas toujours heureuse, mais plutôt dramatique et douloureuse de la Révolution, et où on commémore plutôt les victimes de la Révolution. D'ailleurs, la Russie elle-même ne semble pas se préparer véritablement à fêter cet événement de 1917. Par contre, nous aurons, un colloque qui va se tenir justement à Paris en décembre sur le thème, pendant 3 jours, sur le thème du concile, pour en rappeler les circonstances, le processus de travail, le processus de réunion et les principales décisions. Nous pouvons dire que, encore une fois, ce qui caractérise ce concile, c'est cette démocratisation, mais ce n'est pas une démocratie. La conciliarité n'est ni monarchie, ni démocratie non plus, bien qu'on en fasse le reproche. Et qu'on dira que ce concile de Moscou est sous influence ou bien des bolcheviks, des révolutionnaires, ou bien les influences aussi pour d'autres encore des protestants, n'est-ce pas, et que l'Église n'a pas à être une démocratie. Mais ce n'est pas l'instauration d'une démocratie. La conciliarité, c'est subtil, c'est évident. Mais il y a une participation élective, mais on est supposé tendre malgré tout vers une sorte de consensus qui est assuré par la bienveillance de tous et dans l'espérance et porté par le Saint-Esprit. Ce concile va donc se réunir quand même, il y aura en tout 170 séances qui vont se dérouler du 15 août 17 au 7 septembre 1918, pratiquement un an, en 3 sessions. La première session qui se tient du 15 août au 9 décembre 17, c'est celle qui va rétablir le patriarcat de Moscou que Pierre le Grand avait supprimé. Et aujourd'hui en Russie, nous avons un patriarche, nous le savons bien, actuellement c'est le patriarche Cyril Ier.
Mais il va aussi fixer les grands axes d'une réforme profonde du fonctionnement de l'Église, en rétablissant le principe de représentativité du peuple, principe électif, et ainsi, par exemple, les paroisses désignent des délégués, qui désignent des délégués qui vont aller à des assemblées générales, qui vont former en définitive les assemblées des diocèses, et qui, dans ce cas de figurant 17, vont constituer la réunion du concile lui-même. Mais malheureusement, tout cela va très vite être entouré d'une ambiance de pression grave et en fait d'un début des persécutions. Dès octobre et novembre 17, les persécutions, notamment religieuses, commencent. Déjà, des prêtres et le métropolite principal qui était en quelque sorte le président du concile va être arrêté et assassiné. Et donc, nous imaginons que ça ne pouvait pas véritablement, hélas, continuer. Mais, et pour terminer, je veux souligner que c'est dans l'émigration, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est dans l'émigration que nous pourrons être les héritiers et faire nôtre et dans l'esprit et les principales règles de fonctionnement, le rétablissement du peuple de Dieu comme étant le sacerdoce royal. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, et nous essayons en quelque sorte de vivre l'Église institutionnellement parlant selon cet esprit. Nous sommes tous, c'est le mot principal qui m'est important, nous sommes tous des prêtres qui sommes là pour célébrer l'Eucharistie. En réalité, c'est le Christ lui-même qui s'offre et qui est offert. Il est, selon saint Paul, c'est lui notre seul prêtre. Il y aura aussi à la faveur de cela un renouveau du monachisme et de l'enseignement, et donc et qui va induire aussi un renouveau liturgique dont nous sommes encore une fois les héritiers et sur lesquels nous essayons aujourd'hui de poursuivre notre témoignage, et qui a participé d'ailleurs, je l'ai dit lors de la première séquence, il y a eu des observateurs qui ont pu s'exprimer lors du concile de Vatican II. Je crois pouvoir dire, pour terminer aujourd'hui, que s'il n'a pas pu s'appliquer immédiatement, le concile de Moscou a peut-être une destinée aujourd'hui, et il n'est pas exclu que la Russie elle-même et que d'autres redécouvrent un peu les travaux de ce concile, tant il me paraît véritablement important, car ce fut, on peut le dire, le concile de la conciliarité. Bonne fin de journée, bonne semaine, chers auditeurs, à la semaine prochaine.